sur Facebook, vous allez sur notre page Ascovet, A-S-K-O-V-E-T, vous faites envoyer un message, et là, le robot, il commence la conversation. Si vous enregistrez le profil de votre animal, en fait, vous allez recevoir une fois par mois un petit dossier thématique sur un sujet précis qu'ont rédigé nos vétérinaires. Donc, je vous invite, si vous voulez, à créer le profil sur notre page. Jean, je reviens à toi. Du coup, aujourd'hui, la conférence, elle est sur le stress du chien. On est accompagné de notre super beagle Marvel, que vous verrez tout à l'heure. Il dort, là, il est 100% relax. Et les deux intervenantes, c'est Nathalie, donc truffinade. Elle est coach en éducation positive et comportement câlin. Et Dr Alno, donc Muriel, on l'appellera, qu'on verra en conférence puisqu'elle est sur Paris. Je laisse la parole. Merci. Merci à vous. Effectivement, moi, je suis coach en éducation canine positive et comportement câlin. Je suis partie du principe qu'il faut éduquer l'humain pour qu'il puisse gérer son chien au quotidien. C'est ma vision de l'éducation canine. Donc, effectivement, j'ai le plaisir avec Ascovet, que je remercie à cette occasion, de pouvoir faire cette petite conférence pour comprendre et gérer le stress chez le chien. Voilà, on va commencer par redéfinir quelques termes que je vais utiliser dans cette petite présentation, juste repartir sur les mêmes bases pour que tout le monde comprenne bien les mêmes choses. Le principe de l'éducation canine, il est simple, c'est qu'à partir du moment où on donne son attention à son chien, on le regarde, on le touche, on lui parle, on lui dit, on lui transmet le message que ce qu'il est en train de faire là maintenant, c'est bien. Donc on entraîne le chien à reproduire le comportement à l'avenir. Parler au chien, c'est lui dire c'est bien, mais c'est aussi lui dire non, c'est caresser un chien, mais aussi le repousser, et c'est croiser son regard ou fixer le regard. On est sur l'attention, donc on renforce le comportement. Les besoins fondamentaux, comme certains de mes confrères et consoeurs, je considère souvent le chien, je le compare à une cocotte minute. Dedans, vous avez des besoins fondamentaux, des besoins physiologiques, respirer, boire, dormir, manger, évacuer. Les besoins de dépenses physiques, les besoins de dépenses cognitives, à savoir se servir de son cerveau, réfléchir, comprendre, trouver des solutions à des situations problématiques. Des besoins olfactifs, parce que le chien, il découvre son environnement par son nez, nous c'est les yeux, et le chien il a besoin de respirer, de prendre des odeurs. Les besoins masticatoires, parce que le fait de prendre le mastic et de déchiqueter, ça évacue le stress et ça apporte du bien-être. Et enfin, les besoins congénères. Le chien fait partie d'un groupe social. Le chien a besoin de relations équilibrées et positives avec ses humains et avec les congénères. Ça, pour la petite définition de ce qu'est un chien. Ce qui fait effectivement que certains besoins rendent la vie possible, d'autres maintiennent l'état de santé et d'autres maintiennent le confort. Ces trois niveaux-là sont essentiels pour avoir un chien sans stress. Un chien, c'est quoi? Un chien, c'est un être sensible, doué d'émotions. Colère, joie, dégoût, tristesse, peur, surprise. L'éthologie a prouvé que le chien est capable de ressentir ces émotions-là. J'ai mis un petit attention sur le mépris. J'aurais pu mettre culpabilité à la place de mépris. À partir de là, on tombe dans l'anthropomorphisme. C'est vu sa tête, allez c'est bon, vu sa tête, je sais il sait qu'il a fait une bêtise. Non, ça c'est juste de l'anthropomorphisme. Donc, le chien, effectivement, il faut faire attention. Il ressent, il sent notre état émotionnel, il réagit au ton de notre voix. Ça, c'est un chien. Là, cette photo-là, je l'ai prise parce que techniquement, on ne sait pas si le chien il a peur, s'il est content ou s'il est surpris. Là, après, c'est son propre ressenti. Petite définition de l'émotion et du sentiment. Le sentiment, c'est l'état affectif lié aux émotions. Concrètement, vous avez mal à la tête, vous n'allez pas être dispo. Le chien, s'il a mal au ventre ou quoi aux caisses, il ne va pas être très dispo non plus. À partir du moment où on a un mal-être physiologique, ça va entraîner un mal-être comportemental, un émotionnel et donc un comportement gênant. Ce qui juste veut dire que l'émotion va influencer le comportement. Le stress, je crois qu'on en vienne quand même à ce qui nous intéresse. Il existe deux types de stress.
il y a le stress négatif. Et dans le stress négatif, il y a une partie qui va sauver la vie du chien. Le chien met, effectivement, comme dans l'exemple, la patte sur une braise. Ça me fait peur, ça me fait mal, je retire. J'ai subi un stress. Ce stress-là va me permettre de garder ma patte en bon état et je peux être plus abîmée. On a aussi le stress qui vient, et c'est là le critique, des mauvaises habitudes de l'humain. Non, non, je ne peux plus dire. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on donne son attention à un chien, on valide son comportement. Le chien est en train de vous sauter dessus. Non, non, non. Le chien, déjà, il dit j'ai l'attention de mon humain, donc je suis entraîné à reproduire le comportement à l'avenir. J'ai l'attention de mon humain, donc c'est grave pour le chien, donc pas de problème. Sauf que vous allez lui parler sur un point inamical. Donc là, vous allez envoyer du stress sur le chien. Et le troisième volet, c'est que vous allez vous associer à quelque chose d'incohérent, d'un peu stressant, de je ne comprends pas. Donc, quand on parle à son chien, quand il propose un comportement qu'il ne faut pas justement lui parler, il faut l'ignorer. Donc, ça, c'est pour le stress négatif. Et on a le stress positif. Il est content, il est excité, il joue avec des copains, il se reproduit. C'est source d'excitation, c'est source de stress, et c'est un bon stress. Parce que dans ce cas-là, effectivement, on obtient la pérennisation des stress. Donc le stress, ça peut être un truc qui fait peur, mais c'est aussi un truc qui excite beaucoup. Physiologiquement, on reste sur du stress. Voilà. La cause et les conséquences, ça se passe dans le cerveau. C'est pas un cerveau de chien parce que ça ne ressemble à rien, d'où la passe. Les quatre causes du stress. Le chien va stresser parce qu'il sait qu'il va s'en prendre une, ou parce qu'il voit un congénère arriver qui s'est déjà fait choper par un congénère. J'anticipe mon stress, j'anticipe la sanction. La non-obtention d'une récompense attendue, ça c'est très spécifique, c'est dans le cadre d'un apprentissage, donc forcément, quelquefois au début on va tout le temps donner de la seconde. Puis au bout d'un moment, le chien, il a compris ce qu'on attend de lui. Donc on va commencer à récompenser aléatoirement. La croquette, je l'ai produit le comportement, pourquoi je ne l'ai pas ma croquette alors qu'avant je l'avais. Donc ça va produire du stress chez le chien. Là, l'humain va devoir compenser avec du vocal et des caresses. Donc vous imaginez bien que si l'humain n'est pas associé à quelque chose de ultra positif, moi tes caresses, je m'en fiche, moi je m'en friandise. Et là, on ne compense pas le stress. Le conflit entre deux tendances contradictoires, c'est l'humain qui va dire non à son chien. Il me dit que je fais un truc bien, mais en même temps, ils vont dire non. Je comprends pas. Et on a une deuxième situation de tendance contradictoire, c'est quand vous avez un chien qui a envie d'aller vers un truc, mais qui a peur. Donc il va avancer, il va prendre son odeur, il peut reculer en aboyant, pourquoi pas. Donc dans ces cas-là, l'humain doit ignorer quand le chien recule et ou aboie. On s'en fiche du comportement gênant. Par contre, on va encourager le chien à aller prendre son odeur. Vas-y, pointe ton nez, prends ton odeur, va découvrir. Ça, c'est source de stress pour un chien. Je sais pas, par exemple, s'il arrivait d'un gros container à verre dans la rue, qui n'était pas là la veille, nous on sait ce que c'est, mais pour le chien, c'est un gros truc, on se met à son niveau, ça peut être impressionnant. Vous avez un ami qui vient taper à la porte, qui vient vous voir, le chien, il ne pouvait pas se douter que ça allait taper à la porte. Et là, on tombe dans la nouveauté, la surprise et l'incertitude. Le chien, il a ses petites habitudes. Le chien est très routinier. Lui en changer, ça le perturbe. Donc tout ce qui va relever la nouveauté, la surprise et l'incertitude, ça peut être source de stress chez le chien. Et chez l'humain aussi. Les conséquences. Le chien qui a peur, il va essayer de fuir. Il va être agressif, il va envoyer les dents. Sachant que s'il ne peut pas fuir, il va être agressif. Le truc à ne pas faire, c'est d'avoir un chien en laisse, et puis il y en a un autre qui vient le voir, qu'il soit en laisse ou pas. Il y en a un des deux qui a peur, sauf qu'il est en laisse, il ne peut pas fuir. Lui, il est en état de stress, il faut qu'il règle la situation pour aller mieux, et bien ça sera d'agresser. Pour ça, juste petite info, faites attention quand vous êtes dans un endroit confiné, avec un chien, voire plusieurs humains. Si le chien, au bout d'un moment, il est confiné et il ne peut pas partir, il stresse, il peut envoyer les dents. C'est une impossibilité de fuite. On a les chiens qui se tétanisent, qui ne bougent plus, qui sont en cas de stress. Ça fait malheureusement beaucoup rire des fois sur certaines vidéos qui circulent sur le net. Mais le chien, il est en état de panique. Il
bouche-trou. Et vous avez les activités de substitution, les aboiements intempestifs, les destructions, la malpropreté, ça peut aller jusqu'à l'automutilation. Là, on est sur du gros stress. Je ne parle pas du petit aboiement, voilà. C'est mon humain n'est pas là, je vais hurler, je vais détruire le canapé, voilà. Là, on est sur l'activité de substitution. Le chien, il ne cherche qu'une chose, évacuer son stress et avoir du bien-être. C'est-à-dire que le chien n'a pas la notion de bêtise, ni celle du bien et du mal. Il ne sait pas que c'est pas bien de bouffer le canapé, il ne sait pas que c'est pas bien de bouffer, de manger des barreaux de la chaise. Lui, son truc, c'est juste de trouver une activité qui va lui permettre de se sentir mieux. Donc effectivement, seul s'exprime son besoin d'adéquation. Un tout petit mot sur une phrase qui m'est chère, enfin qui m'est chère. Mon chien est têtu, un chien n'est pas têtu. Un chien qui ne produit pas un comportement, soit il n'a pas compris ce qu'on lui demande, parce que l'humain veut aller trop vite dans l'apprentissage, soit il n'est juste pas assez motivé à produire le comportement voulu. Donc dans ces cas-là, il faut moduler l'appétence de la récompense. Mais je vous promets, un chien n'est pas têtu. Pour vivre avec 2 coquins, je vous jure qu'un chien n'est pas têtu. Les solutions pour gérer le stress. J'en reviens à mes besoins fondamentaux. Si on ne satisfait pas quotidiennement et correctement les besoins fondamentaux du chien, je vous rappelle que c'est une cocotte minute. Si ce n'est pas correctement satisfait, la cocotte minute, elle va prendre du volume, elle va prendre de la pression, et l'explosion de la cocotte, c'est l'apparition des comportements gênants. Connaître et respecter les signaux de communication. Le chien, il émet beaucoup de signaux de communication. Un chien qui tourne la tête ou qui va vous grogner dessus, communique et dit attends, je suis pas bien là, laisse-moi de l'air, laisse-moi de l'espace, donne-moi un peu de temps. Il fait juste plus de communiquer. Si l'humain ne prend pas en compte ce système de communication, il va continuer à contraindre le chien, le chien va communiquer d'une façon plus dynamique. Et ça peut aller jusqu'à la morsure si l'humain ne le prend pas en compte. Enrichir et gérer son milieu de vie, effectivement, tous les chiens ne vont pas avec tous les humains dans tous les environnements. Donc il faut choisir le bon chien en fonction de son rythme de vie, de son activité. Donc il faut avoir un chien qui nous convient. Ça passe bien évidemment par l'éducation canine, les ordres de base et les tours ludiques. L'objectif des tours ludiques, c'est pas de rendre un chien de cirque, c'est de faire réfléchir. C'est lui apprendre à gérer sa frustration. C'est lui apprendre à gagner en autocontrôle. Donc un chien, effectivement, qui n'a pas ça, ça va être Fukushima. Il va exploser en permanence. Dès qu'il y aura du stress, il va réagir. Et il réagira de plus en plus dynamiquement. La rééducation canine, avec principalement la désensibilisation graduelle et le contre-conditionnement. Je vous l'explique plus précisément dans la dépo qui suit. La médication, parce que dans certains cas, il faut médicaliser le chien, à mon sens, toujours avec en parallèle des protocoles d'éducation et de rééducation. Dans certains cas, le remplacement. Chaque chien ne va pas avec tous les humains. Ma fenêtre de tolérance. J'adore ma fenêtre de tolérance. Ici, le chien, on va partir du principe qu'un chien qui n'aime pas ses congénères, qui est dit réactif congénère, donc il va aboyer, il va grogner dès qu'il en voit un, à 10 mètres. Là, mon chien, il n'y a pas d'autre congénère, il est en zone de confort, tout va bien. Là, il commence à être en interaction visuelle, sonore ou olfactive, avec un autre chien. Donc évidemment, le stress monte. Ici, on atteint le seuil de déclenchement. Le chien a grogné, aboyé, chopé. En tout cas, il a proposé le comportement gênant. La désensibilisation graduelle, elle va intervenir ici dans ma fenêtre de tolérance. Le chien est capable, tolère, de voir l'objet de son stress sans proposer de comportement gênant. Je vous rappelle qu'un chien, ça fonctionne de la façon suivante. On valide son comportement quand on interagit avec lui. Là, mon chien, il regarde le congénère, il ne propose pas de comportement gênant, il ne grogne pas, il ne tire pas, rien. Là, je vais le renforcer. Là, je vais valider. Quand je travaille beaucoup au clicker, par exemple, je renforce. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Et mon exercice va s'arrêter ici, avant l'atteinte du seuil de déclenchement. Pourquoi? Parce que si je vais trop loin, mon chien, à chaque fois, il va vivre une situation où il va se déclencher.
plus il va vivre une situation où je vois l'autre, je le chope, plus il va se renforcer émotionnellement dans ce stress vis-à-vis de ses congénères. Alors que l'exercice doit être une situation positive. Je vois le congénère, ok, mais je jappe pas, je grogne pas, je sais pas d'aller le choper. Ok, c'était positif. Et j'arrête là, parce que c'est ce que moi j'appelle mon principe. C'est mes formules à moi, c'est le principe de la deuxième glace. On prend une deuxième glace parce que la première a été bonne jusqu'au bout. Si on met du salsifis pourri dans le fond du premier cône, vous n'allez pas avoir envie de prendre une deuxième glace. Alors que si on arrête l'exercice alors que c'est génial, le chien il va avoir envie d'y retourner la deuxième fois quand vous allez de nouveau lui proposer l'exercice. Parce que si au contraire, on continue à le travailler alors qu'il en a marre, que l'autre ça va pas, la prochaine fois qu'on va reproposer l'exercice, le chien va dire c'est ton truc la dernière fois là? J'ai pas envie de bosser. Donc quelque part on va frustrer positivement le chien en arrêtant l'exercice quand le chien est toujours en réussite, quand il est en train d'en demander et quand il a vécu un truc sympa. Plus il vit ça, plus il va se renforcer dans son émotion de stress. Donc la fenêtre de tolérance, c'est extrêmement important. Ça se définit en temps, en distance, en proximité, en volume sonore, en nombre de chiens ou de personnes autour. La fenêtre de tolérance, c'est ce que tolère le chien, sans comportement gênant. Voilà. Ça, c'est Bill. Il nous a quittés, bien malheureusement. C'est un chien, ce qu'on appelle un panier retraite. C'est un vieux chien qui a eu une vie pas drôle, parce qu'il a passé plusieurs années attaché au fond du jardin. C'est un chien qui a connu des multiples retours au refuge, parce qu'il présentait des comportements gênants importants, et les gens ne savaient pas comment le gérer. En plus, c'était un chien sourd. C'est un chien qui avait eu des gros traumatismes au genou et à la cheville. Donc il n'était pas simple. Ce chien, il est resté avec nous 6 mois. Ça a été juste un amour parce qu'avec mon mari, on a su avoir les bons comportements avec. On a réussi à éteindre un certain nombre de ses problématiques et je baladais en libre alors qu'il était sourd. J'ai pu lui apprendre beaucoup de choses, beaucoup de gestes. Tous mes ordres étaient gestuels. Je lui avais appris à me regarder. Juste pour vous dire que un chien apprend jusqu'à la fin de sa vie. Et qu'il faut juste il faut connaître comment ça fonctionne un chien et savoir quoi faire et quoi pas faire avec un chien pour que ça se passe bien. Voilà. Et malheureusement, effectivement, il est là. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là. Et je vais céder la place au docteur Muriel. Merci. Donc oui, on reviendra aux questions juste après, une fois que du coup on aura eu l'intervention du docteur Alino. Hop. Muriel, Mumu pour les intimes. Alors, vous la voyez? Oui, on la voit bien en direct? Oui, c'est bon. Est-ce que tu l'as? Oui, je veux bien juste que tu cliques sur le bouton masqué en bas de ton écran. Ah, génial. Et que tu vois. Parfait. C'est bon pour toi? Super. Bon, tout va bien. Alors, moi je suis, effectivement, Marion l'a oublié, elle me l'a fait remarquer tout à l'heure, je suis vétérinaire et comportementaliste diplômée, ça veut dire que aujourd'hui, je travaille presque comme Nathalie, que sur les comportements et les troubles du comportement des chiens, alors pas que des chiens, des chats, de certains oiseaux, enfin voilà. Donc c'est quoi un vétérinaire comportementaliste? Petit aparté, parce que c'est pas toujours connu, on n'en parle pas et on a d'ailleurs pas le droit de faire de la pub, nous. Donc c'est un praticien qui va être très complémentaire de l'éducateur comportementaliste et qui va prendre en compte les troubles du comportement, les comportements gênants, pas toujours les anomalies de comportement de votre chien ou de votre espèce. Alors, comment savoir si un chien est stressé, comment savoir s'il a besoin d'un comportementaliste, d'un vétérinaire comportementaliste? Et bien souvent, quand on n'a pas réussi à l'améliorer autrement et que peut-être on a des maladies qui compliquent
ce qu'on appelle nous les tableaux cliniques, donc des maladies qui vont compliquer les symptômes que vous observez et donc les soucis de comportement de votre animal. Comment ça pratique un vétérinaire comportementaliste? Eh ben, c'est pas on n'allonge pas le chien sur un divan, hein. C'est pas tout à fait ça. On aimerait bien pouvoir échanger avec lui, mais comme l'animal n'a pas la parole, on est un peu comme le pédiatre, et ben on peut autrement, on discute avec lui autrement et on a beaucoup d'informations potentielles garder. Ça, vous le savez aussi quand vous avez un chien, il vous fait passer beaucoup de choses et d'ailleurs, faites-vous confiance, c'est vous qui savez dire les comportements de vos animaux, c'est vous qui êtes le premier spécialiste, nous on n'aura qu'une vision globale de ce qu'est un chien et non pas la vision de votre chien. Donc si vous pensez qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est probablement que vous avez raison. Alors, qu'est-ce que fait le stress du chien? Parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet. Je vais faire comme Nathalie, je vais reprendre la définition, parce que je suis aussi enseignante, donc j'ai ce petit côté de toujours recadrer les définitions des mots. Le stress est vraiment une adaptation, une réaction de l'organisme face à une modification interne ou externe à l'individu, que ce soit un chien, un humain, un poisson rouge, un chat, ce que vous voulez. Alors, en général, en matière de comportement, on va dire dans le vocabulaire courant, on va parler de troubles du comportement par rapport aux causes externes de ce stress, quelque chose qui est à l'extérieur de votre animal, dans l'environnement de votre animal, aurait déclenché son stress. Mais on peut aussi avoir des chiens, des causes complètement internes, comme par exemple, quand votre animal est malade, ça peut générer un stress chez lui. D'ailleurs, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Alors, on a un autre souci, c'est quand ce stress lui-même, qui est, je vous le rappelle, une adaptation de l'organisme à un élément qui le perturbe, quand ce stress devient une maladie, là, on peut avoir vraiment de gros soucis et on va parler d'état pathologique. Qu'est-ce que c'est qu'un état pathologique? C'est un état dans lequel l'animal se trouve plongé et qui n'est plus une adaptation de l'organisme. C'est-à-dire qu'on a une espèce de fixité de la réaction de l'organisme et on peut avoir notamment des états qu'on qualifie d'anxieux, une maladie qui sera à ce moment-là l'anxiété. L'anxiété vient du stress et l'anxiété vient d'un stress qui n'est plus capable d'adapter l'animal à ce qu'il perturbe. Alors, je vais vous définir aussi le terme syndrome, parce qu'on l'entend régulièrement et que souvent, ce n'est pas très bien expliqué. Un syndrome, c'est tout simplement un ensemble de symptômes. Donc, ce n'est pas quelque chose de bizarre ou de très complexe. C'est comme quand on vous parle chez votre médecin du syndrome grippal. En fait, il s'agit d'un certain nombre de symptômes liés à la grippe. Ça n'est pas forcément une grippe, ça n'est pas forcément une véritable, mais c'est un ensemble des symptômes de plénitude de la vie qui correspondent aussi à la grippe quand vous en êtes malade. Alors, chez le chien, le stress et les maladies qui en découlent, ça va être parfois et très souvent, on va vous parler d'anxiété de séparation. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété de séparation? Eh bien, c'est les soucis que les comportements gênants, les comportements émotionnels pathologiques liés au fait que vous partiez et que vous laissiez le chien seul. Alors, on parle souvent d'ennui, on dit oui, c'est l'ennui, c'est à cause de l'ennui que mon chien hurle, que mon chien déclie, que mon chien est malpropre quand je le laisse tout seul. Ben, c'est pas forcément tout à fait ça. Vous avez la preuve, vous avez certains qui manifestent énormément quand on les laisse 2 minutes, 1 minute, 2 heures, et qui, paradoxalement, quand vous êtes là tout le week-end un peu et que vous ne faites rien parce qu'il fait moche et que vous ne sortez pas, vont avoir aucune manifestation. Pendant toute la journée, ils vont rester comme vous à faire une sieste sur un canapé et ne pas beaucoup bouger. On a un animal qui s'ennuie. Pourquoi on a un animal qui s'ennuie? On a un animal qui cherche à faire quelque chose, que vous soyez là ou pas. Donc c'est là qu'il va falloir faire la différence entre cette anxiété de séparation qui est liée à ce que nous, on appelle l'hyperattachement. Alors l'attachement, c'est le lien affectif qui vous lie avec votre animal. L'hyperattachement, c'est le côté pathologique de ce lien, c'est-à-dire que votre chien ne sera plus capable de vous voir disparaître dans la cuisine, dans la salle de bain ou dans les toilettes. Et c'est là qu'on a des gens qui nous disent « Mon chien me suit partout, y compris aux toilettes, il a peur que je l'abandonne. » Alors, ce n'est pas forcément tout à fait ça, pas plus que forcément de l'ennui du chien. C'est là qu'il va falloir faire
différence entre ça et les autres troubles liés aux absences, tout ce qui peut déclencher des troubles du type vocalisme, discussion, malpropreté, quand vous êtes absent ou quand vous partez dans la pièce de données. Donc, bien évidemment, la durée de vos absences, il va falloir regarder en fonction de l'âge de votre chien, parce que vous partiez 2 minutes ou que vous partiez 10 heures, ça n'a pas le même impact. Bien évidemment, si votre animal est un chiot et si c'est un adulte ou un vieux chien, ça n'a pas le même impact. Et on va beaucoup vous dire, attention, en fonction de la race, on a des chiens qui restent tout seuls, d'autres qui ne restent pas tout seuls. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut l'envisager. Il faut plutôt mieux voir le côté individuel de l'animal plutôt que d'essayer d'en faire des généralités de race. Moi, j'ai une chaîne de chasse à pour ils détestent l'eau, alors ce sont des animaux qui sont censés adorer l'eau, les cours d'eau, courir dans les bois, s'il pleut, par exemple, ne la faites pas sortir. Voilà, donc c'est vraiment une caractéristique d'individu plutôt qu'il faut envisager que des généralités sur des races. On a bien évidemment des prédispositions liées à la race, mais en matière de comportement, il n'y a pas de choses fixées sur les gènes, il y a des choses qui sont façonnées, qui sont héritées par certaines lignes des chiens et qui vont donner une couleur à certains tempéraments, à certains comportements, plus que quelque chose de réglementaire et de systématique. Donc, on va faire la différence sur ces anxieux de votre absence par rapport à d'autres troubles de la séparation, et notamment par rapport à des chiens qui doivent être contrariés pour passer la porte, et pour lesquels ça n'est pas nécessairement un problème émotionnel que de quitter les yeux, et qui d'ailleurs, on vous laisse tout à fait bien passer du temps dans votre bureau si vous ne sortez pas de la maison et qu'eux sont tout à fait ailleurs. Donc là, on ne parlera pas d'hyperattachement, on parlera d'autres choses, on parlera éventuellement de soucis de contrôle ou de contrariété. Alors, il y a d'autres soucis qui sont liés au stress, il n'y a pas que des manifestations liées à l'absence, il y a aussi, comme l'a dit très bien Nathalie, des comportements agressifs qui seront des réactions au stress. Alors, il peut y avoir des comportements agressifs qui sont normaux et il peut y avoir des comportements agressifs qui sont anormaux. Si le chien a mal et vous grogne dessus quand vous approchez la main, oui, c'est parfaitement normal. Si votre chien a peur et vous grogne dessus quand vous arrêtez votre approche, c'est parfaitement normal aussi. Ça sera qualifié d'anormal quand on aura des réactions qui seront en dehors de causes visibles ou publiques et donc qui seront liées soit à la peur, mais une peur non raisonnable, une contrainte, une incohérence de l'être humain. Tout à fait comme vous faisiez remarquer Nathalie tout à l'heure, si on a un discours qui est incohérent, si on a un ton de voix qui n'est pas cohérent avec ce qu'on demande, on peut avoir une réaction qui à terme mène à de l'agressivité parce que le chien ne comprend rien. Et puis on a aussi des maladies qui sont des sources de comportements agressifs et dont ce sera le seul symptôme au départ, et c'est là qu'il nous faut un diagnostic vétérinaire, et c'est là que le vétérinaire va réellement compléter le travail du comportementaliste, éducateur, parce qu'il sera lui à même de dire que effectivement cette agressivité bizarre, qu'on n'explique pas bien, peut être liée à la maladie, et là on aura une expertise à faire d'un point de vue vétérinaire. Alors, il y a d'autres troubles qu'on pourrait regarder aussi qui sont liés au stress, comme le léchage, le tournis, la boulimie. Ces troubles vont être dits compulsifs en le cas où ce comportement est répétitif et envahissant, c'est-à-dire qu'un léchage va en enchaîner un autre et que toute la journée, votre animal va se lécher sans que ce soit lié à une fonction particulière. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de maladie de la peau, il n'y a pas nécessairement de colite, de démangeaison qui amène cet animal à se lécher, à se gratter, et que, en plus, ce comportement-là est tellement répété qu'il va envahir toutes les autres activités de votre chien qui ne fera quasiment plus que se lécher, ou tourner, ou manger. Donc souvent, des troubles compulsifs, vraiment à un niveau pathologique, sont des troubles qui accompagnent des états anxieux. Donc ce sont des symptômes d'excès qui signent quand même une atteinte importante du bien-être de l'animal.
Donc là, effectivement, on va parler de choses qui sont liées à un stress agressif. En termes de stress et de maladies liées au stress, vous avez aussi les dépressions chez le chien. Alors moi, on me demande souvent si un chien, ça peut déprimer. Oui, un chien, ça peut déprimer. C'est une maladie grave chez le chien et malheureusement, c'est une maladie qui parfois passe inaperçue parce que l'animal ne fait rien. Et comme votre animal ne fait rien, il n'est pas dérangeant. Donc parfois, ça n'est pas diagnostiqué pour cette raison-là. Or, c'est une maladie très grave et c'est une maladie d'autant plus grave que l'animal est jeune. Alors là, on remarque heureusement un petit peu mieux un chiot qui ne joue plus, qui ne mange plus, qui ne bouge plus, qui n'a pas envie de sortir, que l'animal n'intéresse plus. C'est un chien qui veut être diagnostiqué dépressif et cette urgence est une urgence médicale, il faut absolument s'en occuper, ça devient vraiment un souci vital pour ces jeunes chiens qui en sont atteints. Souvent, ces animaux en sont atteints pour des raisons très particulières, mais la plus courante qu'on connaisse, c'est un congénère qui est décédé. Le jeune perd le chien avec qui il était habitué à fonctionner, et si en plus on lui rajoute la sonde de l'être humain, on a des manifestations parfois dramatiques de ce type de soucis liés au stress et à la perte du congénère de l'ami qui était là jusqu'ici, du chien qui faisait le grand par rapport au plus jeune. Alors comment on traite ça quand on est un vétérinaire comportementaliste? On va compléter tout ce qui peut être fait avec un comportementaliste éducateur. On va pouvoir rajouter des choses en cas de besoin. Surtout, nous, ce qu'on va s'attacher à faire, c'est un bilan de symptômes, comme pour n'importe quelle maladie vétérinaire classique, une maladie médicale. Hein. On va lui adapter à ce problème une thérapie et des techniques particulières de cette thérapie. C'est-à-dire que quand vous avez un individu qui a peur, par exemple, en fonction de sa taille, on peut avoir des techniques différentes. En fonction de son âge, on peut avoir des techniques différentes. On ne va pas gérer un chihuahua et un dog allemand de la même façon dans le cas du stress, dans le cas de l'habitation, dans le cas de l'agressivité. Bien évidemment, on aura des méthodes différentes et des besoins différents. Une thérapie, c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie, c'est l'ensemble de ce qu'on va mettre en place d'un point de vue technique, hein, au jour le jour, de ce qu'on fera et de ce qu'on ne fera plus pour améliorer l'état de l'animal, pour le sortir de son stress et pour lui redonner un état de bien-être. Et puis c'est aussi des médicaments qu'on peut être amené à prescrire. Alors des médicaments qu'on va prescrire, est-ce que c'est toujours nécessaire en cas de stress? Absolument pas. Ça, moi, je tiens à appuyer vraiment à faire quelque chose d'important en termes de message. On ne traite pas, on est un vétérinaire comportementaliste systématiquement avec une prescription médicale et en prenant un médicament. Malheureusement, c'est bien trop souvent répété, et notamment sur les réseaux sociaux. Non, on adapte notre traitement, on adapte notre technique de thérapie en collaboration avec un comportementaliste éducateur, et on adapte le médicament d'un autre même. C'est-à-dire que dans le cas de la peur, par exemple, vous n'allez pas traiter le chien X et le chien Y de la même façon, parce que vous avez peut-être d'autres problèmes médicaux, parce que vous avez peut-être un chien très très jeune ou un chien très très vieux et on ne pourra pas donner le même médicament, parce que il y aura peut-être déjà un médicament, lui, en cours, qui ne s'adaptera pas à la prescription que vous voulez donner. Donc, on aura toujours un regard individualisé par rapport à ce chien-là, qui en fait, finalement, une spécialité assez mal comprise, parce qu'en médecine vétérinaire, comme en médecine humaine, on a très souvent une maladie, un traitement. Et donc, on a un petit peu de temps en temps la négation de l'individu et de toutes ses caractéristiques, la négation de vous, propriétaire de chien, la négation de l'environnement de l'individu. Or, c'est pas du tout ça. Le travail du vétérinaire comportementaliste, c'est justement de prendre en charge l'ensemble, c'est de faire que ce dont Nathalie vous a parlé tout à l'heure, c'est de regarder, c'est de s'adapter
et c'est d'avoir une vision holistique, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments qui ont trait à ce chien-là, dont le bien-être n'est plus respecté, qui est en détresse émotionnelle et qu'il va falloir aider à sortir de là pour qu'il aille beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis du coup, on va vous... Pardon pour le bruit, je ne voulais pas dépasser le temps, mais je crois que c'est bon. Ça va être rapide de poser des questions et donc on est là pour vous y répondre, toutes les deux, que ce soit Nathalie ou moi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je laisse. Et du coup, je vais faire stop. Ouais, stop, voilà. Si ça marche, hein. C'est ça. Merci. Ouais, je te laisse revenir. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est que alors, vous pouvez poser des questions et en amont, les gens qui nous regardent sur le live ou même sur Facebook nous ont déjà posé des questions. Il y a aussi des gens qui ont posé des questions directement dans le robot à destination de Nathalie et Muriel. Donc, vous êtes ici avec nous, donc je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, vous levez la main, on discutera, on échangera avec Nathalie et Muriel. Et puis, si vous n'en avez pas, on posera les questions qu'on a eues avant et pendant le live. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je voulais savoir, quand vous parlez... Il faut parler assez fort pour que Muriel ait Vous parlez donc de la fenêtre, j'appelle ça la zone de confort, mais je pense qu'on parle à peu près de la même chose. Je voulais savoir votre seuil de déclenchement. Comment on fait quand on a un chien, par exemple, qui va rentrer dans une résignation, qui a tellement un effet de stress intense depuis le départ, qu'il va même anticiper le stress avant même la situation. Comment savoir vraiment reconnaître ce moment où on a l'impression que le chien est bien, puisque niveau résignation, le chien accepte, avance, il y a un élément, je veux dire, déclencheur, de signaux, on ne voit même plus les signaux d'apaisement qu'il faut renvoyer. Qui est vraiment dans un état de stress trop intense, comment on peut faire vraiment la différence? Alors, après, ça va dépendre de ce que vous en dites sur le terme résignation. Ouais. C'est-à-dire que le chien n'émet même plus de signaux, ne prend même plus la peine de soit réagir par suite, soit réagir par Il accepte et il passe et il s'en fiche, quoi. Après, ça va être utile parce que c'est soit, bon, bah, j'accepte, je prends sur moi, je suis pas bien, et puis voilà, ou est-ce que vous avez pas fait tellement d'immersion que finalement, bah, il s'en fiche vraiment. Le truc, il est là, en fait. C'est après, il faut regarder le chien dans son ensemble, sa tension musculaire, la midriase. La midriase, c'est la dilatation de la pupille, c'est un signe de stress fort. Donc voilà, après, il faudrait voir le chien dans ce contexte-là. Après, oui, votre zone de confort, c'est ma zone de tolérance. Il faut vraiment voir le chien dans son enfant parce que quand le chien a une fenêtre de tolérance ou une zone de confort très 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 courte, et ben l'exercice il dure à peine une demi-seconde et puis on repart tout de suite et au fur et à mesure on agrandit le truc. Après là par rapport à votre question, c'est difficile de répondre en l'état parce qu'il faudrait voir le chien dans la globalité, il faudrait voir lui en tant que chien comment il réagit en fait. Voilà. Si je puis me permettre, il y a quelque chose de très simple à respecter. Si votre chien se bloque et est en sidération émotionnelle, hein, c'est vraiment je bouge plus et je suis complètement perdue, là on sait que c'est trop fort en termes d'impact. Donc on revient un petit peu en arrière par rapport aux éléments du stress qui vont le mettre dans cet état-là. Et s'il n'avance plus, mais qu'il n'est pas nécessairement mis en midriase, mis en trace de la pipi ou d'avoir une diarrhée de stress, à ce moment-là, on lui laisse le temps, lui-même, de peut-être reprendre un comportement moteur et de réavancer. Voilà. Si je peux compléter la réponse de Nathalie comme ça. Merci. Merci. Je prends une question et puis je vous redonne la parole après. On a une question de Michael qui demande, si j'arrive à voir, qui demande dès que ma chienne est stressée, elle se tourne autour et essaie d'attraper sa queue. Que dois-je faire? Muriel. Alors, si c'est juste un comportement substitutif, c'est-à-dire ce dont parlait Nathalie tout à l'heure, une adaptation au stress, une adaptation au stress positif hein, aussi, à l'excitation. Il y a beaucoup de termes qui se mettent à tourner
dans un sens ou pour l'autre, et ça dure très peu de temps. Surtout on ne fait rien, parce qu'on ne veut pas non plus avoir un comportement qui amènerait votre chien à tourner de façon systématique dès qu'il a besoin de quelque chose ou dès qu'il a envie de quelque chose. Donc, si on ne veut pas qu'il produise ça, on ne répond pas, on ne manifeste pas. Si ce comportement-là dérape et devient systématique et surtout ne s'arrête plus quand on lui demande d'arrêter ou quand on lui parle, là, à ce moment-là, il faut les consulter parce qu'on est en face potentiellement quelque chose de plus grave. Mais dans votre cas, s'il se met à tourner dès qu'il est un petit peu excité ou si ça lui permet de se défouler et justement d'évacuer une part de stress, une part d'excitation, surtout on l'espère, c'est pas grave. Je vous laisse poser la question. Bonjour, j'aimerais savoir, dans le cas d'un chien gravement malade, s'il a conscience de son état et le cas échéant, est-ce que c'est une source de stress pour lui? Alors, oui, la conscience de son état, oui, comme nous, avec le bémol qu'on ne peut pas lui expliquer d'où vient cet état. Donc, la compréhension de pourquoi je suis malade et pourquoi je suis dans cet état-là, non, on sait qu'il n'y a pas cette perception-là dans cette espèce-là en tout cas. Dans d'autres, on peut en discuter, mais c'est pas forcément démontré non plus. En tout cas, chez les chiens, on sait qu'il y a des états de douleur, il y a des états de détresse physique dont l'animal ne maîtrise pas forcément l'explication et les causes, et surtout ne sait pas, c'est là que c'est plus gênant, on va intervenir pour lui faire du bien. Donc, on peut être mordu, on peut avoir des réponses de peur, de stress, avant que votre chien comprenne que ce que vous êtes en train de faire, ça va lui faire du bien. Donc, quand ils sont très très affaiblis, très malades, et qu'on leur apporte un apaisement rapide ou un bénéfice rapide, là ils l'apprennent, ils le comprennent. Mais savoir qu'ils sont perdus, par exemple, si c'est aussi une partie de votre question, et que la maladie est incurable, fort heureusement pour eux, a priori, on pense que ça n'est pas quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Ça, si j'ai bien répondu à votre question. Si, tout à fait, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, il faut parler à fort. Oui. Bonjour. Merci. Moi, je voulais savoir, mon chien est hyper réactif envers ses congénères. Et lorsqu'on est en balade, si on fait 2 fois la même balade, il a en mémoire en fait, les endroits, les maisons où il y a des chiens. Et avant d'arriver devant une maison, il va commencer à aboyer, à aller chercher, je pense, savoir s'il y a d'autres chiens. Quoi faire pour éviter ces réactions? Donc, ce que Muriel a... T'as entendu, Muriel? Oui, j'ai entendu. C'est pas... Tu veux pas répondre, Nathalie? Si, justement, je vais te dire, je prends cette question. C'était juste pour savoir si tu avais bien entendu. Là, en fait, ce que vous décrivez concrètement, c'est l'apprentissage par association. Je sais qu'à tel et tel endroit, il y a des chiens, il y a des sources de stress. Là, on est dans l'anticipation de la sanction, ce qui est une des 4 causes de stress. Ce que vous pouvez faire, vous mettez déjà de la distance, quitte à changer de chemin, parce que plus le chien va reprendre ce même chemin et plus il va être près de la source de stress, plus il va justement avoir peur, plus il va se renforcer dans son émotion. Et à terme, votre chien, vous serez à 3 km du portail, il va commencer à aboyer. Donc en fait, il faut mettre de la distance. Là, la fenêtre de tolérance, elle est très fine chez le chien au niveau distance. Donc il va falloir mettre beaucoup de distance. Vous avez peur d'un serpent, si vous passez à 300 mètres, ça va aller. Si je vous demande de passer à côté de lui à 5 cm, ça va pas le faire. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre de la distance entre le portail et votre chien, si besoin, changer de trajet. Et faire des balades dans des endroits où il n'y a pas de source de stress, si possible. Je peux ajouter quelque chose, Nathalie? Oui. Vas-y. C'est dans le cas particulier, évidemment, comme tu viens d'expliquer, où on n'a pas de résolution possible du problème, puisqu'on ne peut pas demander à la personne qui détient l'autre animal à côté de qui on parle, en face,
de travailler. Donc, tous les endroits où on ne va pas pouvoir régler le problème parce qu'on n'aura pas d'effet sur la cause, on ne pourra pas gérer la cause, on va être obligé de faire comme ça, de banaliser les choses et de prendre de la distance avant de revenir un peu plus près. Comme Nathalie disait. Après, ça passe par un travail de désensibilisation graduelle et de contre-conditionnement, et qu'il faut commencer à une distance de toute façon où le chien tolère d'être en interaction sonore, visuelle ou olfactive avec l'objet de son stress. Si on le met trop proche, on ne pourra pas travailler. On ne travaille pas un chien qui n'est pas réceptif, qui est stressé. C'est ça. Super. Oui. Bonjour. Nous, pour mettre un peu dans le contexte, on a adopté un chien il y a 2 mois et demi, il va faire 2 ans, qui s'entend très bien avec ses congénères quand il est lâché. Par contre, il peut jouer pendant 1 heure avec un chien et au moment de remettre la laisse, au moment de partir, il peut devenir agressif et montrer les dents. Est-ce que ça, c'est quelque chose peut-être qu'on peut rattacher à un stress lié à son passé ou pas du tout? Et qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? Pour moi, c'est le chien, il est en stress, donc il n'a pas sa capacité de fuite, donc il va agresser. Le chien, il est en libre. Donc s'il y a besoin, il peut aller à droite, à gauche, en fonction de son émotion. Là, il sait qu'il est rattaché. Il y a encore les chiens autour. Je vais peut-être me faire manger. Par exemple, quand j'amène les chiens en clientèle, au moment où je reprends Lucky et Luna, mes 2 cockers, en laisse, je demande, limite en amont à mon client, de reprendre son chien. Parce que si je laisse, surtout si c'est un petit chiot qui va à droite, à gauche, mais ils vont être fous les deux, parce que il est où, et je peux pas bouger comme je veux, je suis attachée, je suis en harnais. Donc j'évite de mettre mes chiens en situation de stress avec un ou plusieurs congénères qui, eux, sont libres de leur mouvement. Et mon chien est attaché, et il peut pas, voilà, il peut pas. Donc et d'une manière générale, quand vous baladez, le truc à éviter, c'est que les 2 chiens en laisse, ou même un en laisse, viennent se renifler le museau. Les premières secondes, ça peut aller, et puis il y en a un qui envoie les dents. C'est le truc à pas faire quand on balade son chien, en fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Pardon? Je dis souvent, les gens ne comprennent pas. Quand on leur dit non, ils sont. Par méconnaissance du chien, tout à fait. Tout à fait. Muriel, tu veux rajouter un truc sur la laisse? Non, c'était parfait. Ah. Recul contrainte, l'agressivité quand on met la laisse, oui, bien sûr. Oui. Alors moi j'ai une question par rapport à mon chien. Je ne sais pas si c'est lié à du stress ou autre chose. Mais en fait il est très très proche de moi et en fait il me tète depuis le début. Il tète aussi les gens proches de moi, donc les gens qui viennent à la maison. Et en fait du coup à partir du moment où je rentre, c'est jusqu'au moment où je vais me coucher. Donc c'est tout le temps, des heures et des heures. Donc si je suis assise sur le canapé, il va attraper, il va me tuer. Si je le pousse, en fait je vois dans son regard Qui revient de plus belle. Il revient de plus belle. Ouais. Quand je me lève, soit il continue, il est tout petit, alors je le lève avec moi ou voilà. J'aurais une question à vous poser. En fait, j'aurais moi une question à vous poser avant de laisser le docteur Arnaud répondre. Parce que je pense que c'est l'un de vos. Juste une question par curiosité. Il a été séparé de sa mère à quel âge, votre chien? Du coup, moi je l'ai acheté, il avait 2 mois et demi. D'accord. Mais je pense que c'est Muriel qui va pouvoir répondre à ça parce que. Alors, j'aurais posé exactement la même question, ça tombe très bien. Est-ce que vous connaissez avant de l'adopter ce qu'il a vécu? Est-ce que justement on peut supposer qu'il a été séparé très tôt de sa mère? Parce que ce comportement c'est souvent lié à des comportements chiots qui persistent à l'adulte et qui, dans le cadre que vous décrivez, en termes de fréquence et d'envahissement de votre vie à vous, paraissent très importants. Ah oui, c'est. À ce niveau-là, c'est étonnant. Alors, on a souvent plus de chats, que de chiens, mais là, c'est vraiment de la succion. C'est pas du laitage que vous avez. Ah oui, non, c'est de la. Oui, c'est. Il aide avec ses petits dents. Il vous a la peau, il lâche pas. Et il tète. Exactement. Et je sais pas. D'accord. Donc, d'un point de vue physique, tout va bien. Vous avez vu un vétérinaire qui n'a rien d'esprit particulier. Oui, c'est
Il est en bon état, il est en bonne forme, donc ça se produit vraiment, quoi que vous fassiez, c'est juste déclenché par quelque chose. Il y a Non, des non, événements. là, je vais rentrer, ça va être ça, c'est dans tous les jours. Alors, l'excessif est anormal, donc on est d'accord. Maintenant, retrouver la cause, c'est pas toujours évident parce que si on n'a pas le descriptif de ce que le chien a vécu quand il était vraiment chiant ou ce type de comportement est normal par rapport à la mère, c'est difficile de l'expliquer, mais ça reprend quand même à l'hyper-attachement avec une manifestation physique excessive. Est-ce que vous aviez essayé d'en empêcher? Est-ce que dans ces cas-là, ça produit autre chose? Mais quand j'essaye de l'en empêcher, c'est comme si je lui enlevais un os de la bouche, il veut revenir sur moi, téter, et il est même plus Donc, ça veut dire dans qu'il son en a besoin. Ça veut dire qu'il en a besoin et que quelque part ça l'apaise, parce que ce besoin continu n'est pas normal. Donc ça vaudrait vraiment le coup de faire le tour avec un vétérinaire comportementaliste pour voir d'où ça vient, parce qu'on pourrait peut-être être amené dans ce cadre-là à artificiellement lui apporter de l'apaisement. Donc pourquoi pas avec un médicament, hein, parce que là on est vraiment dans un envahissement pathologique en termes de comportement et ça limite très, très certainement à votre vie à vous et à la sienne, parce que c'est pas très normal qu'un chien passe son temps à vouloir téter un tissu ou la partie accessible de la peau de son propriétaire. C'est pas logique. Il y a d'autres choses à faire quand on est un chien bien dans ses pattes. Donc là, pour le coup, oui, moi je vous recommande de consulter en bilan complet avec quelqu'un dont c'est la spécialité, parce que ça paraît bizarre. Et là, ça demandera trop de temps de faire le problème. Merci. Non. J'essaie de lui donner même des fois l'agrément, tout ça, ou un peu une envie de. C'est une histoire de motivation. C'est une histoire de motivation en fait. Madame. Surtout que les friandises, ça risque de l'amener à recommencer. Si on, il y a entre le côté je vais essayer de le distraire et de l'amener à faire autre chose, et le côté je lui donne de l'aliment justement pour essayer de le distraire et d'en faire autre chose, est-ce qu'on ne va pas avoir un effet pervers de si j'aime l'aliment, en plus, je vais continuer à faire ça, parce que j'aime bien l'aliment et franchement, on m'en donne. C'est là qu'on a une petite subtilité, c'est pas toujours évident, mais La motivation à appliquer le type de malade par le corps est au-delà. Il faudra lui apporter une activité avec une motivation au-delà. Le chien est sur sa motivation. On peut étudier autre chose qui va être complètement inverse, et on peut essayer de mettre des choses comme les enfants qui font des ongles, hein, mettre des produits de la mer ou mettre des produits désagréables pour le cou, pour le chien. C'est pas très gentil, ce type de technique, mais ça peut éventuellement stopper le comportement. Enfin, s'il vous prend aussi des bulles, les tissus, ça va être très compliqué d'agir avec ce type de technique. Je pense qu'il vaut mieux essayer de chercher la cause. Monsieur, il faut parler quoi. Je voudrais savoir, est-ce que pourquoi un chien va plus manger le soir ou tard le soir que quand on donne sa gamelle? J'ai un chien avec la ferme et la main. On la pose, mais bon, je vois c'est pas chose à faire ailleurs, et puis quand il n'y a plus de, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de stimuli à nuit, il va se mettre à manger. D'accord. Donc, quand il y a une présence d'être humain, il ne va pas s'alimenter. Il va s'alimenter, il va manger trois coquettes et il va partir. Ouais. D'accord. Alors, de toute façon, c'est un chien qui est très maigre, c'est un chien qui dit quoi? Il est en état normal, parce que j'entends pas très bien. Vous êtes loin, excusez-moi. D'accord. Il n'est pas morphal. D'accord. Donc, de toute façon, là pour le coup, lui laisser l'aliment la nuit, même si c'est bien parce qu'il va aller se nourrir la nuit, on est content qu'il aille se nourrir, ça va pas vous rendre service. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment l'amener
à ce que tout soit très très calme, à faire vraiment des petites étapes, en étant dans un environnement très calme, en le mettant dans une autre pièce, en mettant la gamelle dans une autre pièce et en la laissant un petit peu de temps disponible pour l'amener à aller se nourrir tranquillement, pour le suivre, pas perturber, et pour qu'il arrive à aller se nourrir dans des créneaux horaires limités et dans la journée, pour l'amener à progresser, pour l'amener à comprendre que personne ne va l'embêter, personne ne va le suivre, personne ne va le déranger pendant qu'il mange. Et avec le temps, on risque d'avoir une amélioration. Maintenant, cet état de stress et de peur peut-être de la présence de l'être humain quand il mange vient peut-être d'autres choses. Et là aussi, il faudrait en parler peut-être plus en détail pour voir d'où il y a un problème à l'origine, parce qu'on a toujours intérêt à travailler sur la cause plutôt que sur les techniques pour faire changer les choses. Je vais prendre une question. Il y a beaucoup de questions. Désolée. Il y a beaucoup de questions en ligne qui sont liées à la solitude du chien et comment réussir à gérer quand on part de quelques heures à plusieurs heures par jour. Comment réussir à gérer ça avec le chien pour pas qu'il détruise ou qu'il pleure. La première des choses à faire, c'est de lui donner des activités sympas à faire. C'est que mon humain est là, donc tout va bien. Mon humain est là. C'est un drame. Il n'est pas là. Pardon ? Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est la solitude du chien. Ok. Parce que tu as été. Bref. D'accord. Quand le chien se retrouve seul, effectivement, il peut s'ennuyer et ou il peut stresser dans ce moment-là. Donc, il va falloir réserver des activités à très haute valeur pour le chien qui vont être réservées au moment de solitude. Donc, ces jouets-là disparaissent en la présence de l'humain et réapparaissent en l'absence de l'humain. Déjà, c'est le premier truc prioritaire à faire, c'est donner des activités intéressantes et réservées aux périodes d'absence. Ce qui est rare est précieux. Le jouet qu'il va avoir tout le temps, s'il en stresse parce que son humain n'est pas là, le chien n'aura rien à faire. Et ne pas donner de dernier conseil là-dessus, parce qu'on va parler 2 heures. Ouais. Ne pas parler à son chien, ne pas donner de valeur à son départ. On fait comme si son chien n'existait pas la dernière demi-heure avant de partir. Et pareil au retour. On ne donne pas de valeur aux effusions du chien. Si le chien saute, s'excite et tout, on ignore et on revient vers le chien quand le chien est calme. Pour associer au chien, tu m'obtiens si tu es calme. Tu es excité, tu n'existes pas. Génial. Ça se banalise. Pardon ? Donc ça se banalise. Exactement. Alors, je vais prendre les 3 questions et après, on va devoir, on stoppera puis on discutera entre nous. Ok. Monsieur, je vous écoute. Oui, j'aimerais revenir sur une situation évoquée précédemment, celle d'un chien dans la rue avec son humain. Et moi, je suis dans la rue à ce moment-là, par exemple, et qu'il y a d'autres personnes. Quelle est la conduite à tenir si le chien échappe au contrôle de son humain, devient agressif et m'attaque ou attaque une autre personne? Exceptionnellement, je vais vous dire de prendre le chien dans vos bras et de partir. Pour préserver la santé physique et émotionnelle de votre chien. Après, il faut choisir entre les combats. Je ne parle pas de mon chien, je parle d'un chien du chien en face, que je ne connais pas. Et le chien en face vient vous attaquer. Ou attaque une autre personne dans la rue. S'il attaque une autre personne, voilà. Là, on parle du chien, donc bien évidemment, on va parler des personnes. Mais si on parle du chien, exceptionnellement, là, ok, vous prenez le chien dans vos bras et vous le préservez de la situation traumatique ou émotionnelle. La question, en fait, quelque part, c'est comment venir en aide à la personne qui a perdu le contrôle par rapport à son. Voilà, c'est à elle de contrôler son chien. Après, votre priorité, c'est quand même de faire que votre chien aussi s'en sorte aussi. Enfin, voilà. Après, si vous avez votre chien et qu'il y a un chien qui attaque une autre personne, attachez votre chien quelque part et allez effectivement relever le chien sur la personne, bien sûr. Après, voilà, c'est qu'est-ce que vous faisiez en premier. Voilà, ça va dépendre de ça va dépendre du. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent orienter la réponse. Malheureusement, ce sont des situations qui sont assez régulièrement relatées par les médias, dans la presse, la télé, etc. Ça peut conduire à des drames. Et on ne nous donne pas les clés, en fait. Parce que la loi dit que le chien il doit être en laisse, ou en tout cas sous le contrôle de son humain, dans un périmètre de 100 mètres, si les souvenirs sont bons.
Après, qu'est-ce que ça veut dire? Tout contrôle de son humain si le chien n'est pas en laisse. Après, oui, mais dans l'absolu, ça devrait pas. Moi, la première, je balade les chiens en libre, mais je les balade en forêt ou en parc, pas dans la rue. Mais quand je croise quelqu'un qui arrive avec son chien, et le chien est en laisse, avant la rencontre, je rattache mes chiens et je mets de la distance pour le croisement de chien. Je pars du principe que si le chien n'est pas en libre, c'est qu'il n'est peut-être pas bien dans ses pattes, il n'a peut-être pas envie d'avoir deux coquilles qui vont lui sauter dessus. Donc je comprends complètement. Donc, je rattache mes chiens en amont avant que mes deux chiens ils disent oh les copains on y va, super. Donc, avant que le stress positif chez mes chiens ne monte pour pouvoir être capable de les récupérer émotionnellement pour que le ukulki au pied fonctionne. Et je les rattache et voilà. Mais après, voilà, c'est un cas de figure très spécifique et tout va dépendre effectivement du gabarit du chien, de la réaction de l'autre personne. Oui. Voilà, quoi. Après, il faut choisir son combat. Est-ce qu'on est plutôt monsieur tout de suite ou plutôt votre chiot? Voilà. On est souvent confronté à ça quand on est en parc à chiens. C'est des zones fermées où on peut lâcher nos chiens pour qu'ils puissent interagir avec ses congénères. Mais là, forcément, selon certaines situations, il y a des petites bagarres. Et là, c'est vrai que comme chaque maître est présent dans cet espace-là, chacun est responsable. Et normalement, on est tous. Christine, c'est très très difficile de gérer quand la bagarre a commencé. Et là, il n'y a pas de recette magique quand vous avez deux chiens qui se battent. Si vous êtes grand, baraqué et que les chiens ne sont pas trop gros, vous pouvez vous interposer en sachant où les attraper pour ne pas vous faire mordre. Et notamment en arrière des oreilles, au niveau de l'encolure. On arrive, nous en tant que vétérinaires, ça fait partie de nos apprentissages, on arrive à les attraper, à les écarter. Quand le chien n'a pas commencé à se battre, il est encore possible d'avoir une réaction d'évitement, en copiant d'ailleurs ce qu'ils font eux, c'est-à-dire que si vous êtes menacé par l'animal, même sans être accompagné d'un chien, si vous ne bougez pas et que vous détournez la tête, vous pouvez vous en sortir très très bien. Parce que parfois, le chien qui est raisonnable ne passe pas à l'acte. En fait, vous lui dites je ne te parle pas, je ne suis pas en conversation, je ne réponds pas, et on détourne le regard, qui fait qu'on sort de l'interaction. Alors, ça ne marche pas à chaque fois, mais si on reste relativement immobile avec un animal qui raisonne encore correctement, ça peut suffire. Quand c'est votre chien qui est agressé ou menacé avant qu'il y ait la morsure, avant qu'il y ait l'attaque, ça dépend de lui beaucoup. Et donc, il est parfois difficile de s'interposer, et même en s'interposant, on risque par ce mouvement-là, par la frustration ou l'irritation qu'on va déclencher en face, on risque d'avoir une attaque. Donc, il n'y a pas de vraie recette magique. C'est toujours très difficile et très délicat. Quand les chiens sont petits, n'hésitez pas à intervenir. Quand ils sont plus gros, c'est malheureux, mais vous pouvez être gravement mordu tout autant que votre animal. Là, c'est votre bon sens qui va répondre. Okay. Pas nous. On va prendre les deux dernières questions. Il y a 2 minutes pour les 2 questions parce qu'on nous harcèle pour savoir quand est-ce que Marvel va rentrer dans le game. On met ma question, elle attend pas le. Ok, madame. Alors moi j'ai essayé de changer de voiture sans succès. Mon chien Queen allait se vocalise dans le véhicule alors qu'elle est contente d'y monter. Voilà. Et sans s'arrêter. Je ne dirais même pas qu'elle est en stress, mais qu'elle est en dépression. Alors, elle est contente d'y monter. Elle est contente. Elle est contente quand? Oui, quand? Est-ce que c'est vocalisé? Pardon? D'accord. Et une fois dedans? Dès que je démarre, on est toujours D'accord. Il y a peut-être. Il faudrait peut-être l'habituer au bruit du moteur. Donc, l'amener toujours avec bien sûr. Ce que vous pourriez tenter, c'est de la désensibiliser au bruit du moteur sans bouger. Non, mais la voiture, elle tourne et le chien est dedans ou pas. Et là, on la désensibilise à ça. Parce que c'est peut-être le bruit du moteur. En fait, dans la situation, il faudrait déjà analyser exactement ce qui la déclenche. Est-ce que c'est le bruit du moteur? Est-ce que c'est des virages? Ok, donc c'est le mouvement. D'accord. Ça va être de la désensibilisation graduelle, petit peu par petit peu. Mais c'est de la désensibilisation graduelle. Plus vous irez. Est-ce qu'elle n'aurait pas un problème de consanguinité? Ah non.
il y a très très peu de problèmes de consanguinité qui déclenchent ce genre de choses. On a des malformations physiques, on a des troubles médicaux liés à des dysfonctionnements d'organes, mais des troubles comportementaux qui soient liés à de la consanguinité, non, c'est vraiment rarissime. Hein. Ça a été évoqué beaucoup pour les rois de France, mais très très peu. Ce qu'il faut peut-être que vous essayez, est-ce que vous j'ai pas beaucoup entendu, mais est-ce que vous transportez votre animal, vous avez déjà essayé en caisse de transport ou en petite qui l'empêche de courir? Je dois rajouter qu'elle n'est pas cassée et qu'elle a refusé de se reproduire 2 fois. Elle a peur. D'accord, mais là pour la voiture, je suis pas sûre que c'est pas deux. Il faudrait. C'est pour moi un animal qui manifeste de la même façon quand vous le mettez en caisse de transport. Oui. Il faudrait regarder l'ensemble de son environnement pour voir, il y a peut-être d'autres points il y a peut-être pas identifiés, il y a peut-être d'autres sources de stress qui feraient un truc logique. Un chien qui prie de sortir, comme qui envahit la vie. Et je trouve que la réponse est globale, pour moi. Hop, à moi de clôturer. Merci beaucoup pour les échanges. J'espère qu'on a répondu à vos questions. De toute façon, Nathalie, elle continue après au petit goûter, ça, donc elle sera là pour répondre aux questions. On va faire entrer en liste Marvel, qui est un chien très connu sur Bordeaux et qui fait notamment du skate. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou pas, mais ici, en tout cas, on la voit bien. C'est pas ma idée. Il fait comme les stars, il attend un peu que il se fait désirer. Ouais. Alors, hop, on voit Marvel là. Est-ce qu'il est réveillé? Ouais. Tu veux que je te filme ça? Ouais, je veux bien. Merci, c'est cool. Ouais, c'est à vous. Tu peux, alors, soit si tu veux faire que la démo, tu fais la démo. En fait, je te laisse libre ce que tu veux, discuter un peu. Ouais, complètement. Très bien. Puisque ça vient du comportement de Marvel à la base. Et puis après, on fera une petite démo. Génial. Tu parles pas du coup? Donc du coup, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Pourquoi le skate? Parce que c'est vrai que c'est une activité pas connue pour un animal et surtout pas faite pour eux, clairement. Et alors en fait, ça vient de c'est 1 an et 3 mois à peu près. Il est devenu, voilà, hein, c'est un adolescent, devenu beaucoup plus réactif aux autres chiens, très envie d'aller les voir de suite. Donc lui, il a un laps de temps très très court. Lui, c'est une fraction de seconde, voilà, sans seuil de tolérance. Donc, ouais, voilà. Donc à l'époque, c'était Marvel voit un chien en face, il se met à tirer, à aboyer, à hurler, les maîtres en face qui ont peur, lui il se frustre encore plus. Et voilà, détourner son attention, c'était compliqué. On allait beaucoup au parc à chiens, notamment un en particulier. Et donc, du coup, il est devenu assez territorial. Donc, en fait, il s'était approprié le parc à chiens du jardin public. Donc, dès qu'il y avait un nouveau chien qui rentrait, il se mettait en position chasse pendant un moment, donc très calme. Donc, bien droite comme ça, jusqu'au moment où il se met à foncer sur l'autre animal qui était sur un territoire inconnu. Donc voilà, donc il arrivait en avant, en sautant dessus et en grognant. Donc que des codes hyper agressifs et mauvais. Sur les teckels, les Doberman, les Husky, tout, n'importe quel. Voilà, aucun de l'effrayer. Voilà. Et pour nous, son seuil de tolérance dont tu as parlé, c'était le moment où il se couchait, où il repérait l'animal, parce qu'il y avait plusieurs secondes avant qu'il arrive. Donc du coup, on avait pour habitude d'utiliser les ordres qu'il connaît, donc pas bouger, tu attends, tu restes calme. Et ça ne marchait pas. À aucun moment ça a fonctionné.
Donc on a appelé un comportementaliste pour comprendre en fait ce qui se passait là et ce qu'on ne comprenait pas et comment on pouvait remédier en fait à ce comportement qui n'était pas terrible. Et donc du coup, le premier conseil qui a été du comportementaliste, ça a été de changer d'endroit tout le temps. Que ce soit toujours le petit nouveau, en fait, donc c'est très pénible, hein, parce que ça change tout le temps au quotidien. Mais par contre, lui devient tout le temps le petit nouveau et beaucoup plus calme. Il commence à, quand il y a un congénère en face, il commence à contourner, arriver à prendre des codes qu'il n'avait pas jusqu'à ce moment-là. Ouais, qui sont plus. Et l'autre conseil, c'était de trouver une activité pour justement canaliser cette énergie et renforcer en fait son écoute envers nous. Donc de trouver une activité, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être du canicross, ça peut être de la danse avec son chien, ça peut être n'importe quoi. Et nous, ça a été le skate. Alors voilà, un jour dans un magasin, on s'est retrouvé à côté d'un jeune garçon qui choisissait son skate et lui a posé ses 2 pattes sur le skate sans avoir peur. Et au préalable, j'avais discuté avec un éducateur qui m'avait parlé d'une méthode de désensibilisation à la peur des roulettes. Donc de skate, de roulettes de valise. Et c'était voilà, une technique qu'il avait pour les chiens qui ont peur des petites roulettes, des skates, des vélos, des trottinettes, de tout ça. Cette technique permettait de désensibiliser les chiens. Donc du coup, en magasin, quand on l'a vu monter sur le skate, et en fait cet éducateur utilisait le skate. Donc on a commencé cette technique-là, ça a fonctionné. Il a défoncé les 3 premières étapes. Et donc du coup, on a acheté un skate et on est parti sur les quais. Et en fait, l'aventure a commencé un petit peu comme ça. Et c'est vrai que cette activité commune nous a beaucoup aidé à le canaliser, à travailler son écoute, à se concentrer sur ce qu'il est en train de faire et pas sur les autres chiens qui sont à côté. Voilà. Ça a eu beaucoup d'impact sur tout. Du coup, quand il skate, il s'est calmé. En quelques mois, ça a été. Et donc ça, plus changer d'endroit, il devient le petit nouveau de chaque parc où il arrive, ça a changé son comportement. Donc voilà, c'était un peu. C'est vrai que c'était dur, hein, une période, ça a duré un petit moment quand même. Et maintenant, quand il voit d'autres congénères, il est plus apaisé ou il a toujours quand même ce réflexe d'aller. Il a quand même ce réflexe parce qu'il a très envie d'y aller, il a toujours ce seuil de tolérance qui, même s'il est plus calme, il y a quand même. Le seuil de tolérance, c'est de là à là, quoi. Ça s'est beaucoup agrandi. Oui, hein. mais il y a quand différentes même. étapes maintenant qu'on arrive à détecter. On sait, parce qu'il y a des chiens, par exemple, qui ne les supportent pas. C'est physique, ils le voient, mais c'est beaucoup plus rare aujourd'hui. Et maintenant, on a vraiment un panel dans l'espace de tolérance qui est vraiment très très large. Est-ce que c'est juste que je vais aller voir un copain en face, il va faire comme ça, en tirant un tout petit peu, et on lui dire non, tu laisses aller, on y va. Et dans la tête, il s'en fout. Après, il y a les chiens qui passent, ça va être un peu plus couillu. Il y en a d'autres, c'est vrai que le fait de tirer d'un seul coup net, il fait de moins en moins qu'on s'y prépare bien à l'avance. Quand on voit un chien, on se le dit, on essaie d'être très attentif à tout ce qu'il y a autour. C'est un animal, hein, donc c'est comme les gosses. Hein, si vous ne tenez pas votre gosse à la main, on rentre dans le tram, tiens, je vais foutre mes doigts là, on va voir ce que ça va faire, on se ferme. Enfin, il faut être attentif à tout. C'est vraiment comme un enfant. Voilà, là, il en a marre, donc on nous fait dire. Et en fait, là où Marvel a des comportements, il est très bien codé comme chien, mais là où ses comportements sont top, c'est quand il est lâché. En libre, c'est un chien parfait. Qui va voir les autres chiens, il contourne, il sent. Avec d'autres mâles, parfois, c'est un peu tendu. Donc, on les voit se toiser, tourner très doucement autour, c'est hyper impressionnant. Mais des gens qui s'y connaissent laissent faire et ça se règle en quelques secondes, en fait. Et après, ils partent, ils jouent même ensemble. dans le seuil supérieur, c'est-à-dire si vraiment ils se toisent du regard, ils ont tous les codes canins, hein, ils ont de la crête ici, les oreilles comme ça, ils se tournent, ils ont la queue qui est comme ça. On sait qu'il y a encore 2, 3, 4 seuils de tolérance qu'on ne pouvait pas voir avant parce que c'était tellement écrasé. Maintenant, je connais ce terme et puis je visualise très bien ça aujourd'hui. Et il a ce seuil où vraiment, avant la baston, je vais t'égorger, il y a 5-6 étapes qu'on n'avait pas vues parce que le timing était trop rapproché. Et aujourd'hui, en termes de bagarre,
Marvel ne se bagarre plus. En fait, avec la avant, police. c'était le petit con qui. Il y avait une bagarre là-bas, il n'était pas dans la bagarre, il relevait les manches et il y allait. Direct. Bon, c'était clairement ça. Maintenant, il ignore où il fait la police. Donc en fait, il voit quand il y a une excitation, en fait, il est plutôt à tourner autour. Il se met au milieu et puis. Il faut faire attention parce que du coup, ça peut faire monter la pression chez les autres chiens du fait d'avoir un autre chien autour qui tombe, qui essaie de faire la police, voilà. Donc on fait attention à ça, mais maintenant il est plus à vouloir rester à l'écart ou calmer que relever les manches et foncer. 3 ans. Après, on n'est pas à l'abri, mais parce que voilà, ça reste des animaux et il y a plein de choses différentes qui arrivent à un moment donné. Mais bon, je pense qu'il y a des solutions à tout, et c'est sûr qu'il faut. Le plus important, je pense, c'est de comprendre le comportement, arriver à les lire pour pouvoir anticiper des situations désagréables. Voilà. Et éviter du stress du coup chez eux. Quoi. Mais en laisse, c'est vrai que c'est toujours plus compliqué. C'est la laisse. C'est un coin de rue, là, donc, même en étant attentif, un coin de Ouais, rue, ouais, c'est de suite devant la gueule, et puis là, il peut se passer n'importe quoi. Et c'est pas des chiens agressifs, c'est juste des chiens en qui ont peur, ou voilà, qui gèrent leur frustration d'une certaine manière, et voilà. On passe à la démo? Allez. Ouais. Bon là, déjà ce que va faire Catherine, c'est qu'elle va l'exciter un petit peu quand même. Depuis tout à l'heure, il pionce. Il dort. Voilà. Donc elle va le stimuler un petit peu avec les paumes. Alors là c'est une conquête particulièrement stimulante. Voilà. Le chant. Ouais, voilà. Bon, normalement, le buffet ne doit pas y toucher. C'est une race qui est extrêmement gourmande, le beagle. Donc toujours, avant de faire des choses comme ça, on fait toujours des petits tours avant, histoire de bien lui rappeler qu'il soit à l'écoute. Et alors c'est un chien qui adore être toujours en équilibre, à monter partout, dès qu'il y a un rebord, quelque chose comme ça, il faut toujours qu'il grimpe. Il n'est pas très délicat. Et il faut qu'on fasse attention parce que quand on est sur les pieds, quelqu'un refait sur la selle, il lui grimpe sur le dos. Donc, maintenant qu'il sait faire, ça l'amuse énormément. C'est bon? Ça peut être un petit peu gênant, je pense, sur les chiens comme ça. Vas-y, go. Recule. C'est court. Tiens, t'es prête? Allez, go. Hop, on pousse. Ouais, tu recules. Ça glisse un peu. Ouais. Ça glisse. C'est bien chien. Voilà, les récompenses aussi, c'est pas que la récompense, c'est une petite caresse, une petite parole, changer le ton aussi de sa voix, ça aide beaucoup. Parler un peu bébé, ça marche bien. C'est dans la voix. Il fait même des glissades, oui. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il gère super bien son corps aussi. C'est que ça lui arrive de faire ce genre de glissade. Il cherche toujours à bien se réceptionner. En proprioception, il est top. Ça glisse trop. Voilà, ça glisse trop. Tu tournes? Retourne. Allez, ça glisse. Ouais, ça marche. Allez, pas. j'essaie. Tiens, vas-y. Allez, c'est pas possible. Viens. Allez, go, on pousse. Oui, recule. On pousse, on cherche. Ouais. Oui, tu as fait de place. Non. Voilà. On va en bonsoir en croquette. Et
Et il peut tenir longtemps sur le skate? Ah, le skate, ouais, il peut Ouais. faire une demi-heure sans problème. Et maintenant, quand il laisse le skate partir, quand je lui redresse bien, il court et il saute dessus, il jump dessus. Avant, il avait besoin de faire tout le temps ça, de pousser, monter, c'est comme ça qu'il a appris. Et maintenant, il a plus peur de la vitesse, maintenant il arrive à courir et sauter dessus. Et du coup, il prend encore plus de vitesse. Et ben ça, il aime bien du coup. Il aime les sensations, visiblement. Ouais. Il propose beaucoup aussi. Donc souvent, par exemple, le fait de me monter dessus quand je suis sur le skate, c'est pas moi qui ai eu l'idée en fait de oui, Loulou. C'est pas moi qui ai eu l'idée de lui apprendre. C'est lui, à un moment donné, je me suis retrouvée sur le skate. Il a essayé de me monter dessus parce que je venais de lui apprendre à me monter dessus sans le skate. Et donc du coup, il a essayé les deux associations. Et ben là, mais viens, on va faire ça alors. Alors, le truc, c'est qu'on a essayé plein de choses pour essayer de le canaliser, parce qu'il y a vraiment une énergie débordante. Donc, depuis qu'on l'a, on n'a jamais fait autant de sport. Parce qu'il demande 2 heures par jour de sortie, 3 heures en forêt le week-end, le parc avec les copains, etc. Parce que c'est inarrêtable comme animal. Alors le skate, ça se bien fait aussi, c'est qu'on en fait une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure avec lui, 40 minutes quand il est bien motivé, et du coup ça le fatigue psychologiquement et physiquement, et ça fait du bien d'avoir cette activité-là un peu plus rapide pour le canaliser. C'est que le problème aussi, c'est qu'à force de lui faire des tours, il apprend tellement vite. C'est qu'on va essayer des jeux avec des petits trucs à soulever pour chercher les croquettes. Le truc pour soulever à faire des croquettes, on va faire 30 secondes. Et après, il y a des forces, la force 12. Le force 12, en 2 minutes, il avait tout ouvert, les tiroirs, les trucs, il avait. Donc, si on n'a pas ça, c'est dramatique. Puis un chien, plus il apprend, plus il a envie d'apprendre. Plus il a de facilité. Attends, je vais juste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper le live et on continuera à côté. Mais c'est tout, Mais il faut le mettre en face du skate aussi. Alors, Allez, tiens. Tiens, reprends. Ce sera la figure de la fin pour le live. Voilà. Je clôture le live. Donc, juste, si vous voulez retrouver Marvel, c'est plutôt sur Instagram. Ou Facebook, Marvel The avec un Z, Super Beagle. Si vous voulez retrouver Nathalie, c'est Truffinade, Trudfinad. Le docteur Muriel, c'est Docteur Alno. Il y a un E à la fin de Truffinade. Un E, c'est logique. Trudfinade, bien sûr. Et Ascovet, ASKOVET, sur la page Facebook plutôt, puisque vous pouvez créer votre compte et ensuite obtenir le contenu de nos vétérinaires. On va mettre la suite de Marvel, on le mettra en story sur Instagram. À très bientôt, merci beaucoup à tous.